C'est trop drôle parce que du coup, les gens vont entendre ma voix et ça me fait penser à la petite sirène. Ah ouais, pourquoi la petite sirène? Parce que la petite sirène, c'est une histoire de voix en fait. Elle lui enlève la voix à la sorcière et après, elle fait tout pour récupérer sa voix. Ah d'accord, ah ouais, intéressant. Il y a beaucoup de références au Disney, mais en fait, je vois le deuxième message. Il y a beaucoup de messages dans les Disney. Ouais, C'est bête. carrément, carrément. Bon, en ce moment, je suis plus dans les Harry Potter, tu vois, je suis retourné dans Harry Potter. Ah, cool. Vous avez, je suis au quatrième. Du coup, Océane, pour revenir à nos moutons, Hmm. la première question que je souhaite te poser, Océane, c'est quand la première fois que tu t'es posé la question du sens de la vie? Alors là, ça remonte à, je devais avoir 10-11 ans. 10, 11 ans, et comment ah, pourquoi en fait il y a ce questionnement à ce moment-là? Ben, franchement, je sais pas, mais j'ai eu une adolescence où j'étais souvent dans ma chambre. Parce que j'avais deux frères et j'étais la seule fille, donc moi j'avais le droit à ma chambre toute seule. Et j'étais souvent dans cette solitude, ce petit isolement. Je jouais toute seule, j'étais autonome, autant dans mes devoirs d'école, etc. Et puis j'aimais bien faire comme les artistes et tout, enfin, comme tous les enfants. Et de temps en temps, bah, je me posais et je regardais la nature à travers la fenêtre et je me posais des questions justement sur tous ces êtres, les fées, les korrigans, parce que j'aimais bien tout le monde merveilleux magique qu'on aime quand on est enfant. Et je me suis dit, mais au final, ça se trouve, ça existe et c'était plus fort que moi. Et c'est bizarre parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis ressouvenue de ça. Je savais qu'il y avait quelque chose d'invisible qui existait. Je ne savais pas quoi. Je ne savais pas dire. J'avais du mal à dire le mot Jésus-Christ ou. Enfin voilà, je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait une divinité. Je disais tous les mots pas possibles, tu peux être Allah, machin, nana, mais je lui parlais. Et ça, je savais. Et je savais, je lui disais, je sais qu'il y a quelque chose, je sais que vous existez, je sais qu'il y a des faits qui existent. Enfin, pour moi, c'était les faits à ce moment-là. Mais je savais qu'il y avait quelque chose, je savais pas comment l'expliquer, je savais pas mettre de mots dessus parce que j'avais pas forcément de pratique de croyances religieuses, etc. à ce moment-là. Et puis, pour moi, c'était sûr qu'il y avait autre chose après la mort. Il y avait tout ce questionnement qui est venu déjà à cet âge-là. Oui, tu avais ce sentiment que tu n'étais pas toute seule, quoi. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je n'osais pas, j'en parlais qu'à de moi à moi, en fait, j'en parlais pas Ouais, forcément à ma c'est très famille. personnel. Ouais, c'était très personnel, je me dévoilais pas. J'ai été un enfant où, enfin, même mes parents me découvrent encore. Ils savaient pas, à ce moment-là, je chantais dans ma chambre et je m'entraînais à chanter, etc. Et je savais qu'il y avait des chansons que je chantais plutôt bien. Mais au final, ils ont découvert qu'il y a 2 ans que je savais chanter. Ah ouais, donc beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément en public, ouais, vraiment en privé, quoi. Et Euh, puis, comme toute personne, enfin, après, je suis une touche à tout. Après, peut-être que c'est ça qui fait mes potentiels, ou je sais pas. Je suis pas hyper douée à un truc, mais je suis une touche à tout. Et du coup, à chaque fois, enfin, les gens qui me connaissent pas, ben, ils vont se dire, oui, c'est une personne lambda comme une autre, peut-être un peu réservée, ou enfin, timide, ou peut-être distante. Alors que quand on vient à ma rencontre, me découvrir, on se rend compte que bah, il y a tout un monde à l'intérieur et qu'il y a plein de possibilités et au final ben, à chaque fois j'étonne et j'intrigue et voilà, c'est que du soleil, c'est que du bonheur. Oui, tu as toujours cet émerveillement et tu continues d'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui d'ouvrir des portes, en fait. Des choses que tu découvres encore aujourd'hui, que tu auras envie de découvrir, que tu n'as pas encore eu le temps, l'occasion. Ah bah oui, tout à fait, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir enfin, dans ce monde, il y a tellement de cultures différentes que enfin, moi j'ai soif d'apprendre et je dis, enfin, on n'a pas assez d'une vie pour tout savoir et tout apprendre. Et justement, on est là pour vivre et pour découvrir plein de choses et des choses bah, qui nous parlent, d'autres pas. Après, c'est à nous de faire notre tri et évoluer et puis vivre dans le bonheur comme on peut, quoi. Et à quel moment tu vas un peu plus avoir j'allais dire une quête de savoir justement par rapport à ton adolescence, peut-être vers 15, 16 ans, je ne sais pas, où tu vas chercher à exprimer davantage tes sentiments, en tout cas, avoir peut-être un ressenti plus précis de ce que tu ressentais, peut-être de façon plus instinctive à l'âge de 10, 11 ans. Alors, je dirais, tu peux répéter ta question? À quel moment dans ton adolescence, ou peut-être à l'âge adulte hein, éventuellement, tu as eu un petit peu cette recherche qui est revenue sur le premier plan
où tu t'es dit, là, il y a quelque chose d'important, peut-être que j'ai pas, que j'ai mis un peu de côté, qui était présent dans ma vie, mais que voilà, j'ai mis de côté, et qu'aujourd'hui, j'aurais envie de redécouvrir, peut-être, ou peut-être que c'est resté pendant toute ta vie. Alors, ouais, c'est une question assez vaste au final parce que j'ai eu un cheminement, bah, comme peut-être toutes les jeunes filles quand j'avais 15 ans. Je cherchais l'amour, je cherchais le grand amour. Je voulais faire comme mes parents, le seul et l'unique amour, enfin voilà. Et j'ai eu cette quête de l'amour pendant plusieurs années. J'ai cru le trouver, mais c'était pas le cas. Et en fait, je me suis rendu compte que récemment et même que l'amour, c'est le fondement de tout être. Et justement, l'amour inconditionnel que je n'avais pas découvert auparavant, et à travers mes méditations il y a quelques années de ça, que bah, c'est cet amour que je recherchais depuis toujours, depuis mon adolescence, je cherchais cet amour inconditionnel et qu'il n'y avait pas il y avait pas de contrepartie, il n'y avait pas, enfin, il n'y avait pas de condition. C'était vraiment l'inconditionnel, c'était cadeau, c'était là, et c'est ça que je cherchais. Et moi, je pensais toujours le trouver à travers quelqu'un d'autre. Et au final, je me suis rendu compte qu'avec le développement personnel, et ben non, c'est on le trouve en soi et on le trouve à travers aussi des méditations enfin, moi, je travaille beaucoup avec le monde spirituel, donc avec le monde spirituel, j'ai vraiment trouvé cet amour inconditionnel. Et c'est cette quête, en fait, cette quête de l'amour que j'ai commencé vraiment vers 15 ans, là où on cherche notre amour, notre grand amour dans la vie. Mais en fait, il est là, cet amour. C'est pas besoin de le chercher, il est en nous. Et il est aussi avec le monde spirituel, mais on peut et une fois qu'on l'a découvert, c'est à ce moment-là qu'on peut le partager et qu'on peut vraiment trouver l'amour de sa vie. Et j'ai compris ça il y a quelques années. Mais et je l'ai trouvé. Enfin, pour moi, oui. Après, on verra. Rien n'est permanent. Mais on peut avoir plusieurs amours dans une vie, hein. C'est ça. Enfin, Mm. voilà, je sais pas comment trop l'expliquer. Oui, mais c'est vrai que souvent, c'est vrai qu'on recherche, comme tu disais, à l'extérieur de soi des choses peut-être qu'on veut trouver en fait finalement à l'intérieur. Que l'extérieur, c'est un miroir de d'un vide peut-être intérieur par rapport à quelque chose, que ce soit l'amour, que ce soit peut-être aussi la confiance en soi, le courage, la persévérance ou d'autres qualités que l'on cherche à l'extérieur. Mm. C'est ça. Mais justement, enfin, moi, pour moi, l'amour, c'est le fondement de tout. Avec l'amour, bah, tu trouves ta confiance, tu sais qui tu es plus juste avec toi, tu es plus vrai avec toi. Et, et ouais, enfin, c'est un peu comme Edith Piaf. Edith Piaf, elle disait qu'il fallait aimer et que c'était l'amour le plus important dans la vie. Et je la rejoins complètement. Ouais, Edith Piaf, aussi un sacré personnage. Tout à fait. J'adore beaucoup. Et comment dans ta vie ça s'est un petit peu matérialisé justement au niveau de toi, ton parcours, plus je dirais de ce que tu voulais créer dans le monde, de ce que tu voulais être dans le monde, même si je sais que c'est pas forcément une notion qui nous parle tous, hein, forcément de devoir faire des choses ou quoi. Mais et toi, est-ce que tu as eu justement une interrogation par rapport à ce que tu voulais faire, ce que tu voulais incarner, ce que tu voulais voilà, être? Je savais que, je sais pas pourquoi, mais pour moi, il fallait, je me posais la question, comment marquer le monde et être dans l'histoire? Et c'est bizarre, hein, mais en plus, c'est vraiment dans l'âge des 11-15 ans que ça me venait cette question-là. Je me suis dit, mais comment marquer l'histoire? Et je me suis dit, il fallait faire des bonnes choses pour marquer l'histoire, mais au final, enfin, c'est une quête, ouais, enfin, j'ai abandonné parce que je me suis dit, de toute façon, l'histoire, ce n'est que. Après, je me suis un peu renfermée. On a tous des périodes où on se renferme. Je me Ouais. suis dit, ouais, l'histoire, ce n'est marqué que par des gens riches et ceux qui veulent bien écrire l'histoire. Mais au final, non, l'histoire, on peut la marquer, mais à son niveau en aidant les gens, en construisant une maison atypique, en ayant une famille atypique, ou une façon de vivre atypique, ou même sans être atypique, avoir un accueil, être avenant, etc. Enfin, ça peut toucher plein de domaines. Et justement, on marque l'histoire comme ça. C'est pas grand-chose, mais on marque l'esprit des gens et ils se souviennent de nous comme ça. Hmm. Oui, c'est intéressant, tu avais déjà cette vision de quand même de faire quelque chose vraiment un petit peu de marquer quand même, de vouloir voilà, exister quand même dans le monde, quoi. Ah oui, complètement. Et justement, c'est pour ça que je trouvais pas ma place et on me donnait pas cette place, on me mettait toujours de côté. En fait, j'ai eu vraiment ce combat
à l'adolescence et même jeune adulte, on mettait tout le temps de côté, c'était jamais moi qu'on mettait en premier plan, alors que pourtant j'avais autant d'atouts que l'autre personne, même des fois j'étais plus investie que l'autre et non, c'était moi qui passais à la trappe. Enfin, il y a toujours eu ces choses-là où je savais que je pouvais apporter tellement aux gens, mais on m'a toujours repoussée et je comprenais pas. Et ça, c'est... Alors je me suis dit que, mais pourquoi? Pourquoi au début je comprenais, enfin vraiment je comprenais pas, je pouvais pas. Et c'est en commençant bah, le développement personnel avec une kinésiologue qui m'a fait comprendre que ben, enfin, ma vie n'allait pas être comme je l'ai vécu auparavant. Et que si j'ai eu tous ces aléas en 10 ans, que ça n'a pas été facile et que c'est pas encore facile, bah, c'est normal, c'est pour me dire que non, faut que j'arrête, faut que j'aille suivre mon vrai chemin de vie. Chemin de vie, justement, comment ça te parle à ce moment-là? Chemin de vie, tu rencontres tes kinésiologues vers quel âge à peu près tu rencontres tes kinésiologues vers Ah bah vers... j'avais quel âge quand je suis allée là-bas? À 27 ans. 27 ans. Donc 27 ans, on est déjà un peu plus construit, on a déjà un peu de bagages, quelques expériences, un peu de recul par rapport à son vécu. Euh, Oui, Tu tout arrives à fait. avec cette kinésiologue, enfin en général, hein, je dis ça effectivement. Tu arrives chez cette kinésiologue et donc je suppose que si tu y vas, c'est qu'il y a un petit peu quand même un petit mal-être, un petit quelque chose qui en tout cas un besoin aussi de se faire du bien peut-être. Oui, complètement. Alors déjà, cette kinésiologue, c'est elle qui a un peu insisté pour que je vienne la voir. En fait, c'est une collègue de travail que j'ai eue et qui faisait kinésiologie à côté, Sophie d'ailleurs, que je porte vraiment dans mon cœur parce que sans elle, je pense que je ne serais pas là. Et en fait, ça a été une rencontre, je pense, à un point culminant dans ma vie. Elle a été là au moment qu'il fallait et j'en serai toujours reconnaissante. Et en fait, à ce moment-là, elle a insisté, elle voyait bien que j'étais pas bien, qu'elle comprenait pas pourquoi ce comportement que j'avais, me mettre dans une position, elle trouvait que j'étais tout le temps dans la défensive, mais en fait, j'ai eu tellement d'aléas avant d'arriver là-bas, que en fait, je me méfiais de tout le monde, j'avais confiance en personne, je n'avais même pas confiance en moi-même parce qu'on m'a tellement cassé, qu'au final, ben, c'est pas évident de prendre une place alors qu'on nous a jamais autorisé à la prendre. Et là, en fait, ça a engendré encore une situation à laquelle j'ai été confrontée, dans un harcèlement moral avec certains collègues. Enfin, ça a été compliqué. Et elle a vraiment insisté, et je la remercie d'avoir insisté parce que grâce à elle, en fait, déjà tout le monde a vu mon évolution. J'ai vu mon évolution, j'ai compris que ma place, bah, elle n'était pas là. Et, et au final, ce mal-être, il est parti parce que elle m'a fait comprendre que c'est des chaînes que j'avais de mes ancêtres. Parce que des fois, comme dans la pardon, comme dans le transgénérationnel, en psychogénéalogie, on remarque que bah, des fois on traîne des petits bagages, des petits boulets qui ne nous appartiennent pas et que nos ancêtres nous ont gentiment laissés. Tiens, débrouille-toi avec ça. Enfin voilà, moi je m'en débarrasse. Moi j'ai récupéré tout ça et il s'avère aussi qu'en découvrant que j'ai une position dans ma famille de missionnaire à débloquer, à casser des tabous. Et en fait, je l'ai fait inconsciemment quand j'étais plus jeune, mais je m'en rendais pas compte. Maintenant, je sais que c'était normal, c'était ma mission et j'avais fait bien avant. Et au final, grâce à elle, elle m'a enlevé ces chaînes du passé, de transgénérationnel, et j'allais beaucoup mieux. Et j'avais moins ce côté un peu, à la limite, dépressif. Enfin, je sais pas si on peut dire dépressif, mais pas bien, quoi. J'avais un Hmm. mal-être. Voilà, elle m'a enlevé ça. Et là, ça a commencé à faire un pas après l'autre. Et puis, qui est engendré ben, suite à voix. Du coup, je l'ai écouté, j'ai cherché. J'ai trouvé la formation IFPIA à Chartres de Bretagne. Et ça a été une continuité en fait. Cette formation a été une continuité et pour moi et pour autour de moi. Et elles nous ont bien conseillé, les formatrices, d'être suivies par un thérapeute, que j'ai fait aussi. Bon, j'aurais aimé que ce soit Sophie, mais elle était trop loin. Et au final, bah, il s'avère que bah, maintenant j'en viens là et c'est juste. Et je suis bien. Et je suis contente d'avoir bah, maintenant créé mon entreprise, être au service des autres pour les aider. Oui, parce que Et tu as eu cette transition en fait, hein. Tu es parti donc ce rendez-vous chez la kinésiologue, ouais, un petit peu ce développement, ce changement, cette situation pour toi, et puis une formation IFPIA. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement un peu plus précisément par rapport à la formation, en quoi ça consistait, un petit peu le détail pour qu'on sache bien de quoi il s'agit. alors la formation efficace, il y a plusieurs formations déjà. Moi j'ai fait la psycho-énergétique.
C'est je sentais bien que déjà il y avait quelque chose avec mes mains. Il y a une histoire aussi qui fait que mon frère pense le feu par sa naissance, donc tout le monde disait qu'il avait un don, mais il pensait tout le monde sauf moi. Il n'avait jamais réussi à me penser. J'ai été voir une guérisseuse qui m'avait dit c'est normal, t'as le sang plus fort que lui. Donc il y avait quelque chose énergétiquement, et puis ça me parlait, ça résonnait. J'étais attirée par l'énergétique, donc je suis allée faire cette formation qui se constitue en plusieurs modules. Après, l'organisation, ça dépend de ce qu'on choisit, semaine ou week-end. Et ces modules, en fait, chaque module, et ben, après, ben, on les retrouve pour aider les gens à trouver, ben, il y a les histoires de place, les émotions, il y a plein, les techniques énergétiques, enfin, il y a vraiment tout un composé d'outils qu'on nous propose, auxquels on nous apprend à les utiliser. Après, c'est à nous de voir notre affinité, les utiliser ou pas. Mais, euh, mais au final, j'avoue, moi, je les utilise en fonction de la personne qu'il y a en face de moi. Parce que je vais pas je m'adapte. Ok, c'est sûr, il y a des outils que j'adore, plus que d'autres. Mais il y en a d'autres, même si moi, si j'ai de l'affinité, mais sans plus, et ben, je sens que ça va être bon pour cette personne-là, bah, je vais l'utiliser. C'est un peu comme bah, mon ancien métier de manip radio, enfin, c'est bête, mais on s'adaptait à la personne en face de nous. On avait une machine, une personne, on avait euh, une radio à faire d'une telle façon, mais suivant la possibilité de la personne, ben, on ne pouvait pas la faire normalement, entre guillemets. Il fallait utiliser des ustensiles, etc. Et au final, je retrouve un peu cette... En fait, comme si je m'étais entraînée à travers ce métier-là pour la psycho-énergétique pour les personnes de maintenant. C'est vraiment une question d'adaptabilité avec la personne en face de nous. Oui, donc vraiment, tu vas t'adapter à chaque personne, tu vas en fait suivre ton intuition et c'est vraiment ça finalement que tu continues à développer, je pense, c'est cette intuition de te suivre en fait, de t'écouter par Complètement. rapport à tes ressentis, par rapport à ce que tu sens qui est juste pour toi justement, peut-être les chemins à ne pas prendre pour éviter voilà, de rencontrer peut-être des énergies plus négatives. Est-ce que ça te parle toi le concept d'énergie négative? Alors, énergie négative. Alors, justement, par rapport à ça, je vais faire une conférence prochainement. Suivant le Covid, si le salon du bien-être, désolé, je suis un peu de pub, à Janzé sera possible d'ouvrir, on verra, mais j'ai une conférence qui va parler justement de ces énergies positives et négatives. Alors, pour moi, ça dépend de chacun, ça dépend des croyances de chacun, ça dépend de choix qu'on fait, en fait. C'est et bizarrement, bah, je vais le dire, cette conférence, c'est quelque chose que j'ai pas inventé moi, que je me suis pas forcément écoutée, mais que j'ai reçu. Parce que je rêve énormément et j'ai reçu en rêve en fait. Et D'accord. on m'expliquait bien que ben négatif, positif, on va surtout parler d'ombre et de lumière. Donc vraiment, c'est moi ça m'est venu comme ça, c'est ombre et lumière, choix ou équilibre. Alors soit on choisit, des fois c'est un choix, hein. Enfin, on se complaît des fois dans la négativité. Ouais. On va se dire, oh bah oui, et quand on dit, bah non, on va plutôt dans le positif, bah non, on est dans notre zone de confort, on aime bien se plaindre de tout, machin, nanana. Et non, on n'a pas envie de se mettre une petite poussée vers le positif parce que non, mais on est bien quand même dans la négativité. Et justement, c'est soit un choix, soit un équilibre à faire comme le yin ou le yang. On a tous ce côté ombre et lumière. Alors après, Hmm. on travaille plus ou moins. Et il y a aussi ce choix d'être complètement dans la lumière. Et quand on est complètement dans la lumière, eh ben, le négatif, peut-être qu'il peut être là ou pas, mais on va pas se concentrer là-dessus, donc il peut pas nous atteindre. Et un exemple tout bête, le soleil, il brille de mille feux. N'importe qui va s'approcher, quelque chose qui veut essayer de négatif ou pas, eh ben, il va se brûler tellement qu'il est lumineux. Donc, c'est un peu imagé, c'est un peu imagé. Mais moi, pour moi, la positivité, quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un, enfin, n'importe qui peut essayer d'avoir des mauvaises intentions, eh ben, ça marchera pas. Parce que cette personne est trop solaire, elle a trop de positive à Oui, c'est l'intérieur. quelqu'un qui remonte en lui-même, quoi, qui remonte par elle-même et en lui-même, qui n'a pas forcément besoin de C'est ça. circonstances particulières pour remonter. Et c'est vrai que oui, on a tous croisé peut-être ces personnes, des personnes qui sont lumineuses, et dès qu'on est à côté d'elles, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a tout de suite le sourire, il y a tout de suite quelque chose de bienveillant. Et c'est vrai que peut-être qu'on aspire tous quelque part aussi à être un peu comme ça. Enfin, en tout cas, j'espère que maximum de personnes aspirent à être un peu dans cette énergie
de bienveillance et puis ouais, d'élévation quoi, pour chacun. Tout à fait. Et puis après, bon, ces personnes-là peuvent avoir des coups de mou, hein, comme tout le monde, on est humain. On n'est Bien pas sûr. on n'est pas des robots, on n'est pas parfait, on n'est pas des dieux. Enfin voilà, voilà, on a des coups de mou de temps en temps. Enfin, il y a des coups de mou et c'est normal, c'est logique. Après, c'est à nous de retrouver notre vibration. Et justement, élever sa vibration, c'est pas forcément que méditer, parce qu'il y en a pour méditer, c'est barbant. Bon, après, c'est chacun, mais si on aime danser, ben, allez danser, ça fait monter la vibration. Tout ce qu'on aime faire, ça fait monter notre vibration. Et ça fait monter cette positive attitude, justement, entre guillemets, hein, voilà, pour rester positif et solaire. Hmm. Tu parlais de psycho-énergétique. Qu'est-ce que c'est la psycho-énergétique? Alors, la psycho-énergétique, euh, je vais ressortir ma définition. C'est une méthode de soins globale qui allie autant des outils psychologiques, donc on va aller du dessin, d'affiches, de lettres, à des soins énergétiques. En fait, on va aller chercher la problématique de la personne, suivant notre intuition, parce qu'il y a quand même ce côté de ressenti, hein. Suivant notre intuition et le besoin de la personne, eh ben, on va aller proposer différents outils pour travailler telle problématique. Alors, des fois, ça peut être des mouvements alternés, des fois juste un dessin qu'on va remodifier, ça va juste suffire. Mais j'avoue, moi, j'utilise justement tous ces outils pour aller prendre conscience du problème, vraiment le ressortir de la personne. Et enfin, moi personnellement, après, je ne sais pas comment font mes collègues ou mes camarades, je vais faire un soin énergétique pour vraiment faire, ouais, j'utilise toujours des images, hein, mais vraiment faire un coup de balai et enlever cette problématique de la personne pour qu'elle puisse aller avoir une autre dynamique et aller de l'avant. D'accord. Voilà ma procédure, entre guillemets, Donc, en séance. récemment, tu as créé ton entreprise justement pour vraiment te mettre à ton compte dans les soins énergétiques et puis l'accompagnement psycho-énergétique, Oui. en proposant notamment, il me semble, alors du coup, plusieurs approches en fonction de la personne. Il y a une approche à la fois, tu disais, le transgénérationnel par exemple, où on va chercher les différentes problématiques par rapport aux générations précédentes. Aussi bien, je crois, la numérologie également que tu utilises comme outil de connaissance de soi. Alors, transgénérationnel, je rectifie, je fais pas de la psychogénéalogie. Moi, D'accord. après, je peux identifier que ça vient enfin, d'une mère, d'une grand-mère, etc. Ok, certes, ça peut venir d'ailleurs, mais je travaille dans le ici et maintenant. Voilà, c'est aujourd'hui que le problème il ressort. Enfin voilà, moi je travaille pas forcément sur je peux travailler, mais aller de loin sur la tranche G. Voilà. D'accord. Ah. Après, pour la tranche G, je conseille plutôt d'aller voir un pardon. Pour la Un transgénérationnelle, psychogénéalogiste, ouais. voilà. Et puis, vas-y, tu veux répéter après? La numérologie, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, pour la numérologie, oui, je fais de la numérologie parce que je croisais énormément ces dernières années, mais je m'en rendais pas compte. C'est après, avec mon développement personnel, que je me suis rendu compte que, ben oui, je vois beaucoup d'heures miroirs. Oui, quand je conduis en face de moi, ben, je vois des plaques d'immatriculation 333, 666, 999 et des fois tout le temps à des moments improbables, genre je vais en soirée, je rentre à la maison, il est 2 heures du matin, j'ai un papy qui rentre chez lui à ce moment-là qui avance pas et je peux pas le doubler et bizarrement bah, sur sa plaque d'immatriculation c'est marqué 888. Alors au bout d'un moment je fais ouais et puis il s'est enclenché que ben, j'en revoyais d'autres, j'en recroisais d'autres et j'allais voir les significations. Et c'est de là où j'ai commencé à m'interroger pour me former en numérologie. Alors, je pensais pouvoir connaître après toutes les définitions des heures miroirs, etc. Eh bien non, mais au final, je connais l'interprétation des nombres maintenant. D'accord. Et, et à travers la numérologie, suivant la personne en face de moi, et je me suis formée avec Triminiscence Edith Marie qui est à Saint-Malo. D'accord. Et grâce à elle qui m'a formée franchement une formation au top parce qu'on va vraiment voir et préciser tous les potentiels d'une personne, tous les défis qu'elle peut croiser dans sa vie, tous les atouts qu'elle peut avoir et aussi
ce côté ben, ombre et lumière. En fait, on va les mettre en conscience tout son côté lumière qui lui appartient proprement et tout son côté ombre. Et du coup, après une séance de numérologie, la personne est consciente que, ah tiens, là, je suis comme ça, je me remets en question, je suis comme ça, ah, je suis dans mon côté ombre, et ben, je vais travailler pour aller plus dans ma lumière. Ouais, ouais, donc il y a vraiment aussi un apport sur se comprendre, aussi se connaître. Voilà, Autant tu parlais de effectivement potentiel, hein, ce que l'on est aussi j'allais dire, qu'on peut exploiter pour incarner, pour matérialiser des choses, autant que les défis, c'est-à-dire effectivement les difficultés, les ombres qu'on peut rencontrer par rapport à soi-même, par rapport à son vécu, par rapport à son bagage. c'est ça. Et la numérologie, ça met beaucoup en lumière tout notre aspect personnel, en fait. Hmm. Et c'est vraiment bien parce qu'au final, on sait après, on est sûr de qui on est. Quand quelqu'un est perdu, qui vient faire une séance de numérologie, qui sait plus, enfin, je sais pas, orientation professionnelle ou scolaire, ou même, je sais plus qui je suis, on m'a tellement cassé dans ma vie, ben, qui je suis, en fait. Et ben, venir Ouais. faire une séance de numérologie, ça repose les bases. On sait qui on sait nos potentiels, on sait où on peut aller. Et bizarrement, ben, la personne, quand elle ressent en numérologie, ben, elle se sent moins lourde, en fait. Et il y a un horizon qui s'ouvre et tous les potentiels sont là. Enfin, toutes les possibilités sont là. Voilà. En ce sens, est-ce que la notion de destin te parle? Oui. Enfin, chacun est destiné à faire quelque chose. Après, ça, moi, ça me résonne plutôt en notre mission de vie. Voilà. Ça se rejoint, destin et mission de vie. Après, il y en a qui ont des missions, comme je disais, ça va être de construire des maisons, de nourrir les autres en faisant un restaurant. On a tous notre mission de vie, n'importe quelle qu'elle soit. On est là pour, on a choisi cette vie pour avoir telle ou telle chose, ou faire telle ou telle chose, ou communiquer ou partager. Et au final, moi, je me retrouve vraiment. C'est quand j'étais petite, je voulais toujours être médecin. C'était mon rêve d'être docteur, mais D'accord. j'avais 4 ans. Je disais, je vais être docteur. C'est pour ça que je me suis tournée dans le monde médical, enfin paramédical, parce que j'ai pas pu faire médecine. Et au final, je me rends compte que je suis, entre guillemets, je suis pas médecin, mais je soigne l'âme des personnes. Donc je suis Hmm. médecin de l'âme des personnes. Pour moi, c'est une autre sorte de médecine. Médecine de l'âme. Justement, pour aborder ce sujet plus en profondeur par rapport à tes séances, toutes les personnes que tu as reçues, je pense maintenant, ça fait un petit moment que tu as pu expérimenter des soins sur diverses personnes, des proches, des moins proches, et puis commencer à recevoir aussi dans ton entreprise. Parle-nous un petit peu de la description, comment se passe une séance, qu'est-ce que l'on voit en fait sur les personnes, comment toi, pour toi, ça se matérialise? Alors, comment ça se matérialise? Alors moi, la personne, quand elle vient, déjà, je l'installe et on commence à discuter de ce qui va et ce qui va pas. Et quand elle parle, c'est plus fort que moi. Moi, je reçois quand elle parle, tout ce qui la touche, en fait. Si elle va dire ma fille et qu'en fait, il va y avoir une montée de larmes mais qu'elle pleure pas, je sais qu'elle va vouloir pleurer. Je sais quand personne veut, enfin, s'autocritique quand elle va dessiner quelque chose, il va dire oh putain c'est moche. Enfin, pardon pour, pour le mot, mais sans qu'il me dise son autocritique, je lui dis c'est pas grave. On n'est pas là, on ne sait pas, c'est pas un concours. Et au final, même moi je me surprends à répondre alors qu'il ne me parle pas. D'accord. Ouais. Voilà. Et vraiment, mon corps m'envoie des signaux quand j'ai ces montées de larmes ou des situations de gêne où il y a quelque chose qui n'a pas été dit, je sens au niveau de ma gorge qu'il y a un blocage. Enfin, vraiment, j'écoute vraiment mon corps, en fait. C'est comme si mon corps captait toutes les informations du corps de la personne. Parce qu'au final, corps-esprit, c'est très lié. On ne s'imagine pas à quel point le corps, en fait, il nous envoie des informations. Et justement, bah, ces informations, moi, je les capte. Et je les ai toujours captées. Avant, je ne savais pas, parce que j'étais une grosse éponge, je les captais, mais je les gardais. Et je ne Ouais. savais pas prendre du recul. Et une fois que j'ai compris que c'était pas à moi, et ben, je les garde pas. Et c'est une sorte, je sais pas, c'est pas forcément une connexion, enfin une protection, pardon.
C'est une prise de conscience que ça m'appartient pas, c'est à la personne. Ok, c'est information pour moi pour l'aider, mais c'est tout. Oui, mais justement, c'est intéressant, tu parles de connexion. Est-ce que justement, il n'y a pas quand même cette connexion, tu parles d'âme, à cette transcendance, quelque chose de plus élevé, qui me permet de passer le message, de ressentir tout ça. Est-ce que pour toi, c'est une forme d'énergie, l'âme? Est-ce que c'est une forme de création? Comment un peu tu le schématises? Je suppose que c'est assez compliqué comme question, hein, je l'entends bien. Mais est-ce que pour toi, il y a une sorte voilà, de schéma où on est un peu comme ci, comme ça, au niveau de ce qu'on est à l'intérieur et à l'extérieur? Alors, comment dire? On parle beaucoup des corps subtils. Donc l'aura, la bulle énergétique. Alors moi, j'avoue, j'aime bien simplifier les choses. Même dans mon ancien métier, je simplifiais tout. Moi, je dis, on peut dire aura, mais d'autres, ça va tiquer. Ils aiment pas ce mot aura ou âme ou esprit. Enfin voilà, ça va leur paraître un peu trop religieux. Moi, je parle de bulle énergétique. On a un corps, ok, mais on a tous les corps subtils autour. Et au final, ces corps subtils en énergétique, on les vérifie toujours après un soin pour voir comment c'est, si c'est, si le soin a été bénéfique ou pas. Enfin, moi, je vérifie toujours. Et justement, ces corps, c'est vraiment, enfin, ça c'est vraiment une question énergétique des différents corps qu'on a et notre corps physique. Après, l'âme, je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, enfin, on peut dire c'est le cœur de la personne, c'est l'essence vitale en fait, ce qu'il y a en elle et justement qui va amener, on va dire, ces petits courants électriques pour aller activer tout notre corps en fait et tous nos corps. Donc, je sais pas comment l'expliquer ce que c'est une âme. D'accord, ouais, ouais, je suppose. T'es pas la première à bugger sur la question. Mais je pense qu'on est tous, parce qu'après on a tous un vocabulaire différent. Oui, oui, bien sûr. Et des fois, j'avoue que quand je parle à quelqu'un de très cartésien, j'ai l'impression de parler chinois, ou que les mots que j'utilise ne vont pas résonner de la même façon chez cette personne. Et d'ailleurs, je le constate tous les jours avec mon copain. Ouais. Mais oui, l'âme, pour moi, c'est l'être profond de la personne. C'est la véritable identité qu'il y a en elle. Après, l'esprit, pour moi, l'esprit, c'est le mental. Enfin, on dit on a un esprit vif. On a le mental, on calcule vite, on analyse vite, on a de la répartie. Ça, c'est l'esprit. Ouais. On va avoir notre réactivité, en fait. L'esprit va réagir. L'âme, c'est notre cœur, c'est la profondeur qu'on a, c'est l'humanité qu'on a en nous. Parce que pour moi, on est tous avec cette bienveillance, ce cœur énorme, cet amour inconditionnel. On l'a tous en nous. C'est juste qu'avec les aléas de la vie, ben, on l'engouffre, on l'enterre, on le met dans un château fort, voilà, on ne veut plus l'utiliser parce que c'est pris pour une faiblesse, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, dans les sociétés dans lesquelles on vit. Après, j'espère, en ce moment, ça change et j'espère que ça va changer et que chaque être, chaque personne va ressortir cette profondeur et arrêter d'être tout dans le superficiel et vraiment ressortir ce partage et cet amour. Écoute, espérons-le, espérons-le. Voilà, je parle beaucoup là. Non, 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 mais je t'en prie. Océane, il y a quelque chose qui me pose question par rapport à ce que tu dis. Une personne qui n'aurait justement aucune croyance particulière par rapport à l'esprit, par rapport à l'âme, voilà, qui viendrait te voir juste simplement pour aller mieux, est-ce qu'elle-même pourrait quand même tout de même ressentir, de la même façon qu'une personne qui a des croyances, l'effet d'un soin énergétique, l'effet de ce que tu fais par rapport à l'accompagnement? Ah bah, après, qu'une personne croit ou pas, les soins énergétiques, on peut très bien tout ressentir énormément de choses que rien du tout. C'est croyance ou pas, il n'y a pas, Ouais. pour moi, il n'y a pas à croire quoi que ce soit. Et même si on croit en rien, et ben, on croit en rien, il y a quand même une croyance, il n'y a rien. Enfin, voilà. C'est chacun voit. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit pour recevoir un soin énergétique. De toute façon, et même si pendant le soin, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, qu'on n'a rien ressenti, etc., bah après, des fois, on n'a pas développé ces petites sensations subtiles qu'on peut avoir à travers le magnétisme
ou enfin l'énergétique ou ce lien au corps qui va venir nous amener des signaux. Mais chaque personne, de toute façon, réagit complètement différemment. Il y en a qui vont avoir besoin de pleurer, d'autres qui vont avoir besoin de rigoler, d'autres qui vont s'endormir. Enfin, il peut se passer n'importe quoi. D'autres qui vont vouloir parler, qui disent oh, je vois une couleur, ou oh, j'ai l'impression de voir quelqu'un, ou enfin, j'ai l'impression qu'on me parle. Ou... Il peut se passer tout et n'importe quoi dans un champ énergétique. Il n'y a pas besoin de croire en quoi que ce soit pour, euh, pour ressentir quelque chose ou pas. Quelqu'un qui peut croire en tout, enfin, ou croire en vraiment avoir des croyances, mais vraiment ancrées, elle peut très bien venir faire un soin et me dire après, bah, j'ai rien ressenti. Bah, c'est qu'elle a rien ressenti, c'est tout. Mais moi, je Hmm, sais que ça passe. En tout cas, de toute façon, qu'on sent quelque chose ou pas, ça passe. d'accord. Toi, justement, tu parlais tout à l'heure un petit peu de magnétisme, de guérisseuse. Aujourd'hui, tu parles de médecine de l'âme. Est-ce que tu penses justement que de plus en plus, il y a cette ouverture à l'intégration d'une autre vision un petit peu du... Bon, je suppose que c'est quand même une vision très différente de la médecine conventionnelle, mais au-delà du corps, effectivement, il y a aussi un esprit avec qui on peut dialoguer, notamment en kinésiologie, on dialogue avec le corps. Donc, c'est quand même des approches qui sont enfin, en processus d'intégration de façon plus large. Est-ce que toi, tu as cette vocation aussi, peut-être à force de pratiquer un jour, à l'exprimer de façon peut-être davantage publique, je dirais, au niveau de la reconnaissance? Eh bien, oui, moi, je trouve que c'est important de se rendre compte qu'il faut faire une pause pour soi. Et mine de rien, ce genre de médecine alternative, ou holistique, ça dépend comment les gens veulent le dire, mais au final est très complémentaire. C'est mine de rien, je pense qu'aujourd'hui, on peut compléter la médecine traditionnelle aux médecines alternatives parce qu'on trouve des fois, même moi, enfin, personnellement, j'ai été manip radio, j'ai vu des gens venir avoir mal, ne pas pouvoir marcher ou ne plus pouvoir utiliser leurs bras avec des douleurs, mais vraiment qui ne comprenaient pas et que quand le radiologue vient dire bah vous avez rien, il n'y a rien, on a tout fait. On a fait radio, scanner, IRM, on a tout fait, Ouais, vous ouais, avez. ouais. Donc il y a vraiment des douleurs psychosomatiques, on appelle ça, comme ça. C'est des douleurs qui viennent vraiment avec la psychologie. Donc ces médecins-là bah, vont venir aider à débloquer tout ça, que ce soit en médecine chinoise, en réflexiothérapie, ça peut être n'importe quoi. Il faut aller juste vers le domaine qui nous attire. En fait, il faut s'écouter. On n'est pas obligé d'aller voir une guérisseuse, un énergéticien pour. Non, si la médecine chinoise vous attire, il faut y aller. Si c'est la réflexologie, tant mieux. Si c'est plutôt les massages, tant mieux. Enfin, il faut trouver son thérapeute, c'est tout. Après, en médecine, il y a déjà une intégration déjà du Reiki dans les milieux hospitaliers. On ne le dit pas, enfin, ça ne s'ouvre pas vraiment, on va dire, aux informations, etc. Mais il y a une ouverture. Il y a des médecins qui se forment en naturopathie, il y a des médecins qui vont se former en hypnose. Il y a même en paramédical, on se forme en hypnose. Il y a énormément d'ouverture en fait. Oui, oui. Maintenant, les médecins s'ouvrent vraiment à tout ça parce qu'ils se rendent compte, oui, ça fonctionne, oui, il y a des gens qui ont besoin de ça, oui, pourquoi? Parce qu'on est dans une société, on doit faire vite, on s'oublie. Admettons, enfin, un exemple tout bête, on est en plein milieu du Covid, et ben avant pour un rhume, et ben non, on allait travailler parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut montrer qu'on est compétent, qu'on est efficace, qu'on ramène de l'argent, enfin voilà, on s'oublie, on se donne pour notre travail, et mine de rien, ben, le Covid, ça fait rappeler que ben non, on est malade, et ben faut prendre du temps pour soi, enfin c'est bête, mais, enfin c'est bête. Enfin, on va me dire, mais elle est horrible d'utiliser le Covid en exemple. Mais ça nous fait rappeler que bah, si on est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut aller voir. Bah, on peut aller voir son médecin pour traiter les médicaments, mais on peut très bien aussi aller un peu plus loin et s'introspecter et se rendre compte, ah bah oui, bah, je suis comme ça, c'est qu'il y a un souci quelque part. Si j'ai tout le temps mal là, alors que je fais plein de trucs, j'ai été voir un kiné, j'ai été faire tous les examens pas possibles et inimaginables et j'ai toujours mal, bah, c'est peut-être qu'il y a autre chose un peu plus profond qui apparaît et que mon corps me dit ah mais non, va voir quelqu'un d'autre qui va plus t'aider au final. Enfin bref, enfin, après je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo où on parle de la médecine chinoise, donc le médecin chinois Ouais. était payé pour les personnes qui ne sont pas malades
Mais par contre, si les personnes sont malades, bah, ils n'étaient pas payés. Et c'est ça la médecine chez eux, c'est qu'un médecin, un bon médecin, ses patients ne sont pas malades, et un mauvais médecin, bah, ses patients sont malades. Oui, c'est-à-dire que la philosophie chinoise, c'est plutôt une médecine de prévention que d'urgence, c'est vrai. Dans la médecine traditionnelle chinoise, en tout cas. Et c'est vrai qu'en Chine ancienne, effectivement, à certaines périodes, il y avait des obligations pour les médecins, notamment voilà, d'intervenir avant la maladie du patient. Et on était beaucoup dans la prévention plus que dans l'urgence. C'est vrai que nous, on attend un petit peu, on a le sentiment d'attendre un petit peu le dernier moment parfois avant d'agir, c'est quand on souffre au niveau physique que on prend soin de soi et on s'oublie, comme tu le dis si bien, généralement, de par le quotidien, de par le rythme aussi de société dans lequel on est. Je dirais que c'est pas toujours choisi non plus de part des personnes. Très souvent, c'est plutôt subi, même si ça peut être aussi un choix, pourquoi pas. Mais en tout cas, souvent, effectivement, il y a notamment, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une multiplication des problèmes physiques, des douleurs physiques. Tu parles effectivement notamment, on parle du dos, on parle effectivement énormément de douleurs qui interviennent et qui s'éveillent et qui posent question, puisque souvent elles ne sont pas liées forcément. En tout cas, la médecine a bien du mal à les régler au niveau uniquement mécanique, je dirais, de la personne. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est dans une période, enfin, on a été tous à mettre tout avant nous-mêmes, en fait. On va mettre le travail avant nous. On va mettre, enfin, je sais pas, les enfants avant nous. On va mettre ben, tout ce qui va nous entourer, on va les mettre avant nous. Et nous, ben, on s'occupera de nous ben, après, quand on aura le temps, aller une petite heure par semaine. Et puis voilà. Alors que non, il faut se dire que c'est nous-mêmes. On est notre vie. On est acteur de notre vie. On est au premier plan de notre vie. C'est nous qui devions. C'est un peu égoïste. Mais en étant égoïste, enfin, la meilleure, enfin, on dit, le meilleur partage, c'est commencer par soi. Et du coup, en se remettant au premier plan de notre vie, et ben, au final, on se recentre, on prend du temps pour soi, on fait du développement personnel, on va faire une introspection, hein, on va chercher vraiment ce qui va pas. Et au final, ben, on s'épanouit plus. Alors que le fait de tout le temps mettre quelqu'un avant nous, ou quelque chose, ou, enfin, je sais pas, un travail, bah après, il y en a qui s'épanouissent hein, dans leur travail, hein, je dis pas Bien le sûr. contraire. Mais des fois, il y a des choses qui sont pesantes et on s'oublie pour les autres. Et justement, faut pas s'oublier, faut revenir. Et oh, dis donc, on est où? Enfin, voilà, faut pas s'engouffrer sous un gros tas. En fait, au contraire, c'est nous qui devons être au-dessus du tas. C'est nous d'abord, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce que je veux partager? Et puis, est-ce que finalement l'épanouissement, quand tu parles d'épanouissement, cette notion qui est, je dirais qu'en même temps assez récente au niveau de notre histoire et en même temps qui est tellement importante aujourd'hui vraiment qu'on la remet à l'honneur, parce que c'est pas aussi la question du sens. Quelque part, aujourd'hui, la crise que l'on traverse, c'est un peu aussi une crise de sens. On était beaucoup dans produire, donc créer des richesses. Et aujourd'hui, on se rend compte que la création de richesse n'est pas forcément une chose positive, puisque effectivement, il y a une surconsommation des ressources naturelles, un déboisement rapide de la planète, des ressources primaires, donc qui pose question sur la pérennité tout simplement de l'espèce humaine et de la présence de l'espèce humaine sur cette belle planète. Et donc, il y a un peu une remise en question, c'est un peu quand même une claque aujourd'hui avec cette crise écologique majeure dans le monde sur notre modèle justement de fonctionnement. Et ça va nous chercher à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un rééquilibrage qui est en cours entre le faire et l'être, quoi? Alors, bah, déjà, il y a une grosse prise de conscience en ce moment. Ça, c'est sûr. Euh, Je sais pas comment répondre. Ça m'a fait penser en fait à mes cours d'histoire, géographie au collège où on parlait de mondialisation. Oui, Et en fait, ça me renvoie à ça. Et c'est vrai que quand on faisait ces cours-là, je sais pas pourquoi il y avait quelque chose qui tiquait chez moi. Je sentais pas, enfin, la mondialisation. Et au final, ben, ça a créé tout ça, mine de rien. C'est triste. Enfin, économiquement, c'était super intéressant, hein, la mondialisation, c'est sûr. bien sûr. Ouais. Mais au niveau de nos vies, de la planète, bah, ça a tout cafouillé. Enfin, et je sais plus ta question. C'est une question générale. Finalement, ma question c'était, toi, quelle est ta vision par rapport à... Alors, c'est une question très vaste, mais par rapport à l'évolution du monde actuel. Et quand tu parlais de revenir à soi, de s'épanouir, quelque part, c'est aussi revenir à quelque chose peut-être de plus équilibré par rapport aussi à notre monde, à l'évolution de notre monde, puisqu'aujourd'hui, on sait effectivement que les ressources naturelles, il y a des difficultés pour le renouvellement des ressources et qu'il y a quand même des prévisions qui sont assez sombres pour l'avenir
des écosystèmes, du biotope planétaire. Enfin, donc ça pose quand même une question par rapport à ça. Et ma question, du coup, c'était quelle est ta vision des choses par rapport à Oui, cette évolution, quoi. par rapport au fait de s'épanouir dans notre monde actuel, bah, enfin, voilà, je vais encore revenir là-dessus, sur le Covid, qui nous fait prendre vraiment conscience que ben, on peut vivre avec tout, tous les commerces locaux. On peut vivre, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses en Chine pour s'épanouir, justement. Et l'épanouissement, au final, n'est pas forcément justement dans ces richesses maintenant, parce que on a trop cherché cette quête de richesse et on se rend compte, bah oui, bah en fait, on a détruit la planète avec cette quête de richesse. Mais l'épanouissement vient des choses simples au final. Un sourire, un partage, lancer une blague à la voisine. Enfin, ces choses-là, bah, c'est des petits détails qui font le bonheur, on va dire, qui ramènent de la joie. Et c'est ça Ouais, l'épanouissement. Et au final, ben, on est dans une période vraiment où les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait une prise de conscience sur tout ça. Ils se sont rendus compte, ben, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utiles. Pourquoi? Et même avant que tout ça arrive, toutes ces personnes qui ont fait des grandes études, qui étaient ingénieurs, etc., qui vivaient à Paris, qui gagnaient enfin, des sommes d'argent et qui balancent tout pour devenir berger au milieu de la montagne. Enfin voilà, ces personnes-là m'ont toujours impressionnée et au final, ben non, parce qu'ils se sont rendus compte, je pense que eux, vers eux-mêmes, à mon avis, ils se sont rendus compte bah, qu'ils n'étaient pas épanouis au final. Ils avaient beau avoir tout ce qu'ils voulaient, et ben c'était pas pour eux, c'était pas ça le sens de la vie. Et au final, ils sont revenus à l'essentiel. Bon, après, s'il y en a, ils sont allés drastiquement. Mais au final, l'épanouissement ne vient pas forcément, oui, de richesse. Et oui, effectivement, on est dans il y a une prise de conscience. ouais, c'est en cours. Toi, pour revenir vraiment sur tes séances, j'aimerais bien, Océane, qu'on prenne le temps, quelques instants, de revenir bien sur les séances, sur les soins. Quelles sont tes perceptions? Alors, est-ce que toi, moi, je parlerais pour toi de médiumnité, hein, cette connexion que tu parlais tout à l'heure, c'est là que je voulais en venir. Pour moi, c'est une forme de médiumnité, de Oui. connexion avec quelque chose de plus grand, finalement, avec qui avec quoi on est connecté. Et en ce sens, quelles sont les problématiques aujourd'hui que tu reçois en séance? Et quelles sont tes perceptions par rapport à ces différentes problématiques? Si tu peux donner un exemple pour qu'on puisse un peu imager justement par rapport à ta perception, te mettre un peu à ta place. Ouais, justement, les histoires de place qui viennent beaucoup. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de revenir au premier plan de sa vie. L'histoire de place revient beaucoup. Les gens s'oublient beaucoup. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de revenir au premier plan de sa vie et se remettre en avant. Donc après, il y a d'autres problématiques en séance. Oui, c'est une sorte de médiumnité, hein. Au final, je reçois autant, il y a des mots qui me viennent alors que je sens que c'est pas moi qui a réfléchi et qui ai dit tiens, je vais dire ça. Non, je sens qu'il y a des mots qui me viennent et des fois je n'ose pas le dire et j'ai l'impression qu'on me pousse. Enfin, dis-le, dis-lui, il faut qu'elle l'entende ou qu'il l'entende et au final, ben, je le dis. Alors du coup, est-ce que ça parle, etc. Ben, et après, quand je fais bah, mes soins de transguérison, je vois, enfin, j'ai des visualisations où je dois poser ma main à tel endroit ou tel endroit. En fait, je réfléchis pas, en fait, je reçois et je communique. Après, comme, comme on dit, hein, je propose, les gens disposent. Maintenant, c'est à savoir si le message passe ou pas. Après, dans cette sorte de médiumnité aussi, enfin, il y a beaucoup de choses. Comme du plus grand que soi. Moi, j'aime énormément me balader en forêt et être à côté de chênes, mais des chênes gigantesques en fait. Parce que je suis grande quand même, je fais 1,75 m. Il n'y a pas beaucoup de gens enfin, il y a certaines personnes qui sont plus grandes que moi, mais au final, la plupart des gens que je rencontre sont plus petits que moi. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être parmi ces arbres et de se dire qu'est-ce qu'on est petit dans ce monde et la Terre est immense et majestueuse et c'est juste magnifique. Enfin, j'ai cette relation avec la nature. J'adore aller faire des câlins aux arbres, les toucher. Des fois, il y a une branche qui vient me toucher. Alors, voilà, j'ai une relation avec les arbres, j'avoue, je fais un petit câlin. Mais, euh, mais ça, je peux pas.
Après, on va dire, oh, c'est une sorte de chamanisme, etc. Oui, peut-être, oui. Enfin, je suis ouverte à tout, il n'y a pas de C'est un souci. rapport à la nature en tout cas, voilà, déjà. C'est un rapport au monde. Par rapport à la nature. Après, oui, en soin, bah, j'ai des mots qui me viennent, j'ai des visualisations, j'ai des frissons aussi quand c'est juste. Les frissons qui me viennent pour me confirmer, oui, c'est Hmm. ça. Quand je dis quelque chose et que je doute de moi, et en fait, mes frissons vont vraiment me confirmer, me dire, non, c'est bon, t'as raison, c'est ça qu'il fallait lui dire. Enfin, vraiment, c'est... Et les problématiques qui arrivent, ben, la place. Il y a surtout, après, comme on dit, quand on est thérapeute, on attire les gens euh, qui, euh, qui vont correspondre à ce qu'on, dans le domaine où on va se spécifier. Sachant que j'ai vécu beaucoup de choses, mine de rien, et j'ai des demandes de rendez-vous par rapport aux problèmes qui se passent au travail, par rapport à du harcèlement moral, autant privé que pro, par rapport à des femmes qui sont sous l'emprise d'un pervers narcissique, par rapport à des personnes qui se sentent complètement perdues et ont l'impression d'être tout le temps jugées, des personnes qui comprennent pas pourquoi ils sont hypersensibles. Alors du coup, je leur apporte des façons de se recentrer, un autre regard sur une visualisation, que c'est pas une faiblesse, non, c'est une force, c'est juste des informations qu'on nous envoie. Faut arrêter de s'auto-détruire, on va dire, et à se saboter et se dire non, c'est pas bien. Ok, non, c'est une information, je la prends pas. Après, je dispose, quoi. J'en fais ce que j'en veux. Voilà. Bon. D'accord. Ah oui, donc c'est très complet, quoi. C'est assez complet, oui, j'avoue. Et puis, je suis ouverte à toutes sortes de personnes qui ont besoin d'aide. Je ferai de mon mieux. Si je vois que je peux pas aider, que c'est pas mon domaine, eh ben, je connais d'autres thérapeutes qui seront ravis d'essayer, enfin, pas d'essayer, mais qui seront plus De les spécifiés accompagner, ouais, sur ces problématiques en pour les particulier. accompagner. De toute Ouais. façon, quand on est thérapeute, il faut se sentir. Si on sent qu'on n'est pas capable d'accompagner la personne, ben moi je la redirigerai vers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Je suis humble, je suis pas là, voilà, je suis humaine, je suis pas parfaite, je fais au mieux. Mais Bien en tout sûr. cas, si quelqu'un a une problématique que je n'ai pas forcément citée là tout de suite, on essaye et puis on voit. Et si ça marche, bah tant mieux et je serai ravie. Super. À travers toutes ces expériences, Océane, à travers cette évolution aussi dans ta vie, je suppose que l'expérience continue. Est-ce que tu as eu davantage de réponses par rapport à ces présences de l'âge de 10, 11 ans, de cette présence, cette notion de transcendance? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une vision du coup plus précise, en tout cas un rapport différent par rapport à ce moment-là? Plus sereine. Beaucoup plus sereine. Du coup, je panique moins. Je suis ok, c'est comme ça. C'est ok, je fais des rêves bizarres, mais en fait, c'est moi, soit mon inconscient qui vient me parler, soit c'est un petit message. J'essaye de trier, de voir ce qui est le plus juste. Et oui, et c'est ça qui revient. C'est maintenant, je cherche vraiment à ce qui, même dans la vie, des fois, il y a des choses qui se passent et qu'on n'apprécie pas ou que on va peut-être mal le prendre, etc. Et ben, en fait, c'est trouver sa justesse dans sa vie. C'est ça, en fait, ça m'a apporté beaucoup plus de sagesse maintenant. Maintenant, j'ai beaucoup plus de sagesse avec tout ça, alors qu'avant, quand on est ado, qu'on se cherche, qu'on se connaît pas, qu'on voit que les autres pensent pas forcément comme nous, qu'ils font pas des rêves comme nous, enfin, du coup, on se sent à part, on se sent bizarre, on se dit, mais je suis pas normale, et du coup, on se cache. Maintenant, j'ose me dévoiler, j'ose dire, bah oui, je suis comme ça, vous y croyez ou pas. Voilà, au-delà Chaque de la peur du jugement, au-delà de la peur C'est ça. de l'avancée des C'est... autres. Et moi, je juge pas les gens. Enfin, après, seulement, je le sens quand quelqu'un va me regarder. Même s'il dit rien, je ressens. J'y peux rien. Et malheureusement, il y a des choses, bah, je ressens et c'est plus fort que moi. Donc après, c'est comme ça. Mais en tout cas, même s'il y a des personnes qui viennent me poser des questions, me dire ouais, mais tu te prends pour qui, etc. Moi, je me prends pour rien du tout. J'ai des, toi, t'es doué au piano, ben moi, je suis douée dans mes ressentis. Après, c'est chacun ses potentiels, mais chaque personne est différente
Et oui, énormément de sagesse. Et franchement, avec tout ça, ce développement personnel, cette formation, etc., Ouais. envers moi et envers les autres, j'ai beaucoup plus de sagesse. Maintenant, je vais pas, admettons, une réflexion, etc., je vais pas le prendre pour moi, en fait. Je vais me dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette réflexion, en fait? C'est qu'est-ce que soit j'ai reflété ou qu'est-ce qui dérange chez cette personne-là. Et du coup, après, en discutant, et c'est ça, discuter. C'est maintenant, on ne discute plus, il n'y a plus de conversation. C'est que ça se transforme toujours en débat. En celui qui aura le plus raison, ou comme ça. Ouais, ouais, ouais. Dans une conversation, ben, on se rend compte, ah ben non, en fait, il n'y a pas de jugement, il y a, ben, c'est comme ça, et puis voilà. Oui, c'est vraiment rencontrer l'altérité, la différence. Et c'est vrai que c'est particulièrement compliqué, je trouve, en ce moment, d'avoir cet espace-là, de donner. Oui, c'est peut-être pas, c'est peut-être une prise de conscience personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a peu d'espace finalement pour rencontrer quelque chose qui nous est vraiment différent. Et ça ne veut pas dire parce que c'est différent que c'est pas intéressant, que ça va pas nous ouvrir des portes aussi vers des salles que l'on ne connaît pas de nous-mêmes. Voilà, c'est ça un petit peu moi, le but aussi des rencontres du sens, hein, c'est d'aller rencontrer des cheminements, des parcours, des expériences qui sont totalement différentes des miennes et qui sont justes aussi pour les personnes qui les vivent. Mm, mm. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, Océane. La dernière question que je souhaite te poser, c'est quels sont aujourd'hui tes projets, tes envies pour les temps qui viennent, pour le temps présent? Alors, pour le temps présent. Pour le temps présent, déjà, avec la création d'entreprise, mine de rien, ça a été un peu. Enfin, ça a été très vite, très vite. Il faut faire tout vite, il faut plein de papiers, etc. Maintenant, c'est vraiment revenir au calme. Revenir au calme et justement apporter ce calme, parce qu'on est dans un tourbillon en ce moment, le monde est dans un gros tourbillon, et apporter ce calme aux personnes quand elles viennent. Et puis dans le futur, mais ça fait quand même ça fait un moment et ça me revient souvent. J'aimerais énormément faire des ateliers en milieu scolaire pour les enfants. Parce qu'on dit que j'ai toujours entendu cette phrase qui vient d'un livre d'histoire, mais qui restait en moi, mais depuis mon adolescence quand même. D'accord. Les enfants d'aujourd'hui sont la France de demain. Et je me dis que justement, si on apporte cette bienveillance en milieu scolaire, à faire des petits ateliers de développement personnel, enfin des choses, mais tout bête. Enfin, après, les enfants, bah, ils prennent pas. De toute façon, s'ils ont envie d'écouter, ils écoutent. S'ils n'ont pas envie d'écouter, ils écoutent pas. Ou faire peut-être des permanences en collège et les élèves intéressés viennent, ceux qui veulent pas, bah, ils viennent pas. Mais apporter justement ce cadre d'introspection, de calme et qui je suis, découvrir qui je suis en fait, quelle est peut-être des fois se poser des questions sur le sens de la vie, avoir ce côté un petit peu philosophique, leur laisser l'espace de se dévoiler, de Ouais. parler et ça oui j'aimerais dans le futur le faire. Après, on m'a proposé de faire des ateliers en milieu d'entreprise, ça peut être intéressant, mais je j'avoue que les enfants m'attirent énormément et je sais que je peux apporter énormément aux enfants puisque je suis un grand enfant moi-même. C'est ton énergie, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est une énergie, voilà. Donc à voir, on verra. Après, j'espère aussi apporter, enfin, je vois que j'ai apporté énormément d'aide aux personnes qui sont venues me voir. Et je suis aussi impressionnée de les voir aujourd'hui et la façon dont ils parlent et cette positivité qu'ils ont maintenant. Ah, Je cool. suis étonnée de ce que je peux leur apporter et je me dis, mais et je trouve, bon, avec le confinement, du coup, le temps de se faire connaître, etc., ben, on ne peut pas être connu comme ça du jour au lendemain et avoir aidé un maximum de personnes. Mais j'ai eu une période où j'avais pas de clients et ça me chagrinait en fait. Je me suis dit, je suis là pour aider les gens, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas que je suis là. Et au contraire, si vous avez un souci, venez, ça sera un plaisir de vous aider. C'est vraiment, aussi moi, c'est ma mission de vie, c'est d'aider les autres. Et justement, voir après l'évolution et que et ce changement qui reste dans Ouais. la continuité parce que la personne s'est pris en main aussi parce que mine de rien venir voir un thérapeute c'est se prendre en main et ben c'est juste un cadeau, c'est juste un cadeau de voir les personnes aller mieux. Merci, Océane. Je te souhaite beaucoup de succès pour tes différents projets.
Je suis sûr que Merci. ça va apporter énormément, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Merci beaucoup.